2016 a marqué la fin de l'événement El Niño, un des plus puissants jamais enregistrés. Il a provoqué des crues sans précédent en Amérique du Sud. Sans lien direct, de terribles inondations se produisirent en Europe du Nord. Mais cela allait changer du tout au tout quelques mois plus tard, alors que la planète connaissait le mois d'août le plus chaud depuis le début des relevés. Des sécheresses extrêmes dans plusieurs régions du globe firent naître de graves feux de forêt. Les températures élevées à la surface des océans alimentèrent de violentes tempêtes dans l'Atlantique et le Pacifique. Pour la première fois, nous avons subi sur l'Atlantique 2 violents ouragans en même temps, ce qui ne s'était jamais vu. Nous pouvons prévoir ces tempêtes, mais il nous est toujours impossible d'anticiper l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières sur Terre, le tremblement de terre. Nous avons constaté de nombreuses catastrophes moyennes qui sont susceptibles de coûter des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Utilisant des images tournées par des professionnels dans le feu de l'action, ce film présente les principales catastrophes naturelles survenues en 2016, des moins funestes aux plus tragiques. Dans le sud de la France, l'été 2016 restera dans les mémoires comme la saison la plus sèche jamais enregistrée. La pluviométrie est la plus faible relevée depuis 1950, avec en juillet et août seulement 60 mm d'eau tombée en moyenne. En Provence, ce chiffre est nul. Pas une goutte de pluie n'est tombée pendant l'été. Conséquence, les lacs de la région, véritable oasis pour les hommes et les animaux, n'ont plus été alimentés par les rivières et les cours d'eau desséchés. Voici à quoi ces mêmes rivières ressemblaient au mois d'août 2015. Cette pénurie en eau, conjuguée à de très fortes chaleurs, fait drastiquement baisser les niveaux d'humidité dans le sol. Preuve en est la situation du lac de Besse-sur-Issole dans le Var, qui pour la première fois de son histoire s'est retrouvé complètement à sec. Ou presque. Voici à quoi le lac devrait ressembler, et voici ce qu'il est devenu à l'été 2016. La végétation, stressée et desséchée par ces conditions extrêmes, est fragilisée. À la moindre petite étincelle, elle s'enflamme. Pire, un ingrédient fatal vient parfois s'ajouter à la liste des agressions, le vent. Plus connu localement sous le nom de Mistral, ce vent violent assèche l'air ambiant. Le Mistral attise le feu dans des proportions inimaginables. Des flammes de plusieurs dizaines de mètres carbonisent instantanément arbres et plantes et coupent les routes. Le 10 août, 1500 pompiers furent appelés pour combattre un immense feu près de Vitrolles, aux portes de Marseille. Ils se battirent au sol et dans les airs.
Mais la nuit, impossible pour les Canadaires de se repérer et donc de voler à vue. Seules les divisions de pompiers au sol peuvent continuer le combat. En première ligne, les rafales de vent poussent les flammes à des vitesses de plusieurs dizaines de kilomètres par heure. La chaleur est telle que même les racines des plantes sont réduites en cendres. Au total, 2016 restera une année record sur le front des incendies. Le bilan est lourd. 355 départs de feu et près de 5000 hectares brûlés rien que dans le département des Bouches-du-Rhône. Aucune victime n'est à déplorer, mais le coût total des dommages n'est pas loin d'atteindre les 3 millions d'euros. Conséquence indirecte, le potentiel de croissance des arbres survivants est affaibli pendant plusieurs années. Infestés par les insectes, soumis aux aléas climatiques, certains finiront par périr des mois après l'incendie. Ils laisseront la place aux pins. Mais dans certains endroits, la fréquence des feux empêche les pins de parvenir à maturité sexuelle. Les arbres disparaissent progressivement, remplacés par une végétation de garrigues. Ces surfaces brûlées restent cependant dérisoires, en comparaison de celles ravagées par le gigantesque incendie qui a frappé la région de Fort McMurray, au Canada, au mois de mai. Le feu a démarré au sud-ouest de Fort McMurray le 1er mai. Mais le 3, il avait déjà dévasté la communauté et faisait rage sur l'autoroute 63, forçant des dizaines de milliers de personnes à évacuer les lieux en urgence. Ce fut la plus importante évacuation due à un incendie de toute l'histoire de l'État d'Alberta. L'incendie devint si important qu'il se transforma en véritable tempête, avec foudre et vent violent. Près de 600 000 hectares de forêt et environ 2500 habitations partirent en fumée. De façon assez incroyable, il n'y eut aucune victime directe du feu. Mais à ce jour, cet incendie reste la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Canada, avec un montant de dommages assurés atteignant les 4,7 milliards de dollars. Une telle catastrophe est-elle directement liée au réchauffement climatique? Si la saison sèche dure plus longtemps, en particulier après un hiver pluvieux et que la végétation fournit un bon combustible, on peut avoir de gros feux de forêt. Et quand le vent dépasse une certaine vitesse, il n'y a rien que vous puissiez faire pour stopper un incendie. On a connu cette situation en Californie il y a quelques années. On a vu ça en Grèce, au Portugal, dans le sud de la France. On a vu ça au printemps dernier au Canada. Vous n'avez simplement qu'à attendre que le vent change de direction ou bien qu'il fasse refluer le feu pour l'éteindre. C'est ce que nous avons connu cette année. Et il faut s'attendre à de plus en plus d'événements de ce type, particulièrement sur le pourtour méditerranéen qui se réchauffe et s'assèche de plus en plus. Dans l'hémisphère sud, le climat a également provoqué une catastrophe d'ampleur inhabituelle. Plus précisément à Asunción, la capitale du Paraguay qui s'étend sur les rives du fleuve du même nom. Depuis décembre 2015, des pluies diluviennes se sont abattues sur les bassins versants du fleuve Paraguay. Et de fortes précipitations, entraînées par un puissant El Niño, font monter le niveau des cours d'eau au Paraguay, en Argentine, en Uruguay et au Brésil. Mais qu'est-ce exactement qu'El Niño? L'événement El Niño, qui doit son nom à la période à laquelle il arrive et qui correspond un peu à Noël et le nom de Jésus-Christ en espagnol, El Niño.
Ce phénomène cyclique commence quand les eaux chaudes de l'océan Pacifique occidental tropical se déplacent vers l'est, le long de l'équateur, en direction des côtes d'Amérique du Sud. Les eaux de surface chaude du Pacifique restent alors près des côtes. L'augmentation de ces températures dans l'est du bassin pacifique décale l'activité des pluies dans l'est du bassin, donc donne des anomalies de pluie et peut donner des événements très pluvieux accompagnés d'inondations sur la côte est de l'Amérique du Sud. Début janvier, à Asunción, les crues ont contraint plus de 150 000 personnes à abandonner leur foyer. À différents endroits, la capitale a connu de graves inondations depuis le mois de novembre. À la mi-décembre, le niveau du fleuve Paraguay avait déjà atteint 6,50 mètres, son plus haut niveau de toute l'année, largement supérieur au seuil déjà critique de 5,50 mètres. Beaucoup redoutaient le pire. Des milliers de personnes ont été évacuées des quartiers situés le long de la rivière quand le niveau du fleuve a atteint les 7,84 mètres le 7 janvier. Chaque fois, la crue est plus intense. C'est un lieu où le fleuve grandit sans cesse. Et dernièrement, il est devenu incontrôlable. En décembre, je n'ai pas pu venir jusqu'ici. Aujourd'hui, j'ai fait un effort pour venir, pour mon père. Vous voyez, ce n'est pas facile d'accès. C'est courant. C'est une zone extrêmement inondable. Et c'est de pire en pire à cause de la pluie venant du Brésil, d'Argentine. C'est violent, car cela implique beaucoup de sacrifices. Les gens pensent toujours que c'est la dernière fois. Cependant, cela se reproduit toujours. L'histoire se répète. Les gens se mettent à reconstruire et ils ont à peine le temps de finir que cela recommence. Et tout est emporté. Mon père a toute sa vie ici, ses animaux, sa famille. Il ne veut pas partir. Près de 6 000 familles ont été touchées dans les premières semaines de décembre. Après que le niveau du fleuve a franchi la barre des 7 mètres, le nombre des victimes a doublé. 13 000 familles furent victimes des inondations, la plupart d'entre elles originaires de Los Bañados, le quartier pauvre de la ville, situé tout proche du fleuve. Le gouvernement paraguayen déclara l'état d'urgence à Asunción ainsi que dans 7 autres régions du pays pareillement affectées. Le phénomène El Niño se produit de manière aléatoire, à peu près tous les 2 à 7 ans et dure de 12 à 18 mois, engendrant des risques répétés d'inondations dans les zones exposées et la menace d'épidémies de choléra et de paludisme. L'eau n'est pas allée jusqu'à la maison. Elle est d'abord montée petit à petit, et puis c'est venu d'un coup. Ça s'est passé comme ça en 74 ou 75. Cette année, nous avons été inondés 2 fois. L'eau est montée jusqu'au mur. La marque est arrivée quasiment à 9 mètres. Nous sommes prêts à rester parce que j'aime ma vie ici. Le problème, c'est la salle de bain, la lumière et les maladies. Pas moins de 200 pylônes électriques ont été détruits par les pluies torrentielles, laissant des milliers de foyers sans électricité. 4 personnes ont trouvé la mort victimes de chutes d'arbres, dans ce qui fut considéré comme les pires inondations depuis un demi-siècle. Le montant total des dégâts est estimé à 3,5 millions de dollars. Quelques mois plus tard, c'est encore un phénomène météorologique exceptionnel qui s'est produit en Europe.
En mai 2016, un système de haute pression était stationnaire au-dessus de l'Europe septentrionale, entraînant un temps sec et beau, pendant que tout le cœur de l'Europe était sous le couvert de basse pression, elles aussi stationnaires. Cela provoqua des pluies. Beaucoup de pluie. De violentes averses, fin mai et début juin, causèrent de sérieux problèmes sur tout le nord de l'Europe, en particulier en France et en Allemagne. En France, ce sont quelques-unes des pires inondations depuis un siècle qui ont été recensées. Dans certaines régions, c'est l'équivalent de 6 semaines de pluie qui est tombé en 3 jours. Les événements qu'on a connus cet été font partie du cycle naturel, même si ce sont des événements rares et extrêmes et dramatiques. Il n'en reste pas moins qui font partie des cycles naturels. On ne peut pas les attribuer ni au réchauffement climatique, ni à El Niño. À Paris, au tout début du mois de juin, la Seine atteint des niveaux inégalés depuis près de 30 ans. Depuis 200 ans, la statue du Zouave sous le pont de l'Alma est la mesure symbolique du niveau de la Seine pour les Parisiens. Le niveau du fleuve a grimpé jusqu'à 6,10 mètres. C'est la plus importante inondation dans la capitale depuis 1982, quand les eaux étaient montées jusqu'à 6,18 mètres. Mais elles n'ont pas atteint le niveau de la crue historique de 1910, 8,62 mètres. L'élévation du niveau de l'eau a conduit plusieurs musées, dont le Louvre et le musée d'Orsay, à déplacer quelques-unes de leurs collections pour les mettre à l'abri, et les transports publics à prendre des précautions, pour le métro notamment. La RATP a mis en pratique des procédures d'urgence visant à fermer la circulation au train lorsque le niveau de la Seine atteint 5,10 mètres. L'inondation à Paris a été provoquée par de très violentes précipitations dans l'est de la France. Autre victime de ces déluges, un monument français bien connu, le château de Chambord. Il s'est retrouvé les pieds dans l'eau lorsque la rivière Cosson est sortie de son lit au même moment que Paris était inondé. La cour royale et le parterre du château de François Ier furent totalement submergés. On a vu qu'on avait affaire à un événement aux conséquences imprévisibles. On a évacué certaines maisons qui commençaient à être inondées. Un pavillon forestier, un gîte rural, une maison en bordure du monument. Le lendemain matin, donc mercredi, on a coupé l'électricité dans les parties basses du château parce qu'en fait, là où normalement c'est vide, il y avait 1,50 m d'eau qui avait monté. En fait, le niveau des douves se retrouvait sous la cour. Ce château a été merveilleusement construit. Et par ailleurs, le donjon, à côté duquel on est, eh bien, en fait, il est rehaussé de 1 mètre par rapport au sol. Donc, il a été calculé sans doute par rapport aux crues qu'on pouvait observer dans le Cosson. C'est une œuvre de génie et c'est quand même assez hallucinant et assez émouvant de voir que 5 siècles après, il résiste à un épisode météorologique qui est au moins centennal et en tout cas sans précédent connu. Non loin de Chambord, à Tours-en-Sologne, la crue a atteint 1,60 m. Les gens ont été surpris en pleine nuit par la montée des eaux. Ma mère a 79 ans. Heureusement, mon frère mangeait chez ma mère et il a dit, donc il avait vu 2-3 cm à 10 h du soir. 2-3 cm d'eau. Il a dit, bon, on va surélever les meubles, ils ont tout mis sur cale. Ils ont essayé de sauver des trucs, allez, ils ont mis des choses à l'étage. Puis ils ont dit, bon, donc ma mère est allée dormir chez mon frère, heureusement, 79 ans. Chose que José, le voisin, n'a pas eu, il n'a pas eu cette chance-là. Il s'est réveillé les pieds dans l'eau, quoi. Le lit flottait, quoi. Bon, la voiture, la Super 5, elle est plus tellement super. Tout le monde s'est fait surprendre. Là, on n'a rien pu sauver. Rien du tout. Ça, c'est jamais arrivé. Ma mère, 80 ans, donc, a jamais vu ça, de sa mémoire. Ça s'est jamais vu, quoi. Il n'y a jamais eu des crues. Enfin, une crue comme ça, c'est... Ici, c'est extraordinaire. Pour
Pour les agriculteurs de la région, les inondations ont des conséquences désastreuses. On ne s'imagine pas trop qu'il y a un champ de maïs là. C'est un beau lac, au carré. Les pompiers sont arrivés, ils ont dit qu'il faut absolument évacuer, sinon tout le monde va mourir. Donc là, effet de panique. On avait quand même de l'eau à 90 cm. C'était quand même assez dur quand on est arrivé au bout. Et on s'est dit, en fait, on peut se faire piéger très très rapidement par l'eau. Là, on ne savait pas ce qui pouvait se passer. Et là, on a eu peur, on a pris conscience de la crue, quoi. Vraiment, l'eau, elle a une puissance extraordinaire. Et avec le courant, on s'est dit que finalement, on pouvait vite se faire piéger. Et 2 jours après, voilà, ça m'a vraiment coupé les pattes, quoi. On est revenu sur la ferme et là, on voit l'étendue des dégâts. On voit que le blé, en fait, l'eau est passée au-dessus des épis. Donc ça veut dire qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de récolte. Et sur le jardin, c'est pareil. L'année dernière, on avait noyé un tout petit peu. Là, tout était sous l'eau. Donc les fraises, elles sont formées. Il y avait des fraises rouges. Des fraises déjà formées. Quelques jours sous l'eau. Il n'y a pas besoin d'être agriculteur pour savoir que ça présage rien de bon. Des crues tardives comme ça, c'est très rare, quoi. Au niveau du Cosson, pour moi, c'est une crue centenale. La crue du siècle. 4 personnes sont mortes et 42 ont été blessées dans tout le pays. Le coût des inondations en France fut estimé à 800 millions d'euros. De telles tempêtes des climats tempérés sont moins structurées, moins spectaculaires et moins meurtrières que les tempêtes tropicales. Le climat change, l'atmosphère se réchauffe, ce qui entraîne aussi le réchauffement de l'océan. Et des océans chauds sont le carburant idéal pour les ouragans et les typhons. Taïwan a été particulièrement touché par les typhons cette année. De récentes recherches s'accordant à souligner que le pouvoir destructeur de ces tempêtes a augmenté de 50% lors des 40 dernières années. En 2016, la saison des typhons dans le Pacifique a démarré tardivement, par la première tempête tropicale nommée Nepartak, qui a ouvert les hostilités le 3 juillet seulement. À ses débuts, ce n'était qu'une zone de basse pression au-dessus de l'archipel oriental des Carolines, reclassée en typhon le 5 juillet. Avec des eaux à plus de 30 degrés dans toute la mer des Philippines, Nepartak a été requalifié en super typhon le soir du 5 juillet, atteignant son intensité maximale à l'approche de Taitung, sur la côte sud-est de Taïwan, avec une pression de 900 millibars et des vents de plus de 200 km/h. Nepartak traversa Taïwan le 7 juillet. Sur la partie est, il y a de grandes montagnes et très peu de personnes vivent à l'est. Toute l'activité économique, les grandes villes, presque toute la population et les bâtiments sont concentrés sur le côté ouest de l'île, la région des plaines. Et la plupart des typhons arrivent d'un axe sud-est. Donc, ils ont tendance à toucher d'abord les montagnes. Nepartak a causé 3 décès sur l'île, mais allait provoquer la mort de 83 personnes en Chine et $1,5 milliard de dommages au total. 3 mois plus tard, un second typhon frappe à Taïwan. Baptisé Meranti, il a été évalué comme le cyclone tropical le plus puissant au monde sur l'année 2016.
est l'un des cyclones tropicaux les plus violents jamais enregistrés. La tempête s'est formée à l'ouest de Guam, dans la partie occidentale de l'océan Pacifique. Le 11 septembre, elle est requalifiée en typhon, s'intensifie rapidement le 12 septembre et devient un super typhon de catégorie 5, avec des vents soutenus enregistrés à plus de 240 km/h et une pression atmosphérique de 890 millibars. Meranti ravagea l'extrême sud de Taïwan. Deux personnes périrent et plus de 700 000 habitations se retrouvèrent sans eau et sans électricité. La tempête continua à détruire près de 300 habitations aux Philippines et causa la mort de 30 personnes dans les inondations qui s'en sont suivies en Chine. Le 21 septembre, près de Guam encore, une dépression tropicale se forma. Elle se transforma en typhon le 23 septembre, Meggy. Il atteignit l'intensité maximale d'un typhon de catégorie 3, cette fois sur l'île même, frappant de plein fouet la ville de Hualien sur la côte est pacifique de Taïwan, avec des vents soutenus de plus de 160 km/h et une pression atmosphérique de 940 millibars. Lorsque Meggy s'abattit sur la côte, des vagues gigantesques déferlèrent, causant l'une des pires pannes générales de toute l'histoire de l'île, et laissant plus de 3 millions de foyers sans électricité. Toutefois, contrairement à ce que la taille des vagues aurait pu laisser craindre, les dégâts ne furent pas aussi catastrophiques que prévu. Le dernier de ces typhons entraîna des vitesses de vent plutôt élevées. Des vitesses de vent qui, dans beaucoup de pays, auraient été fort dommageables. À Taïwan, en particulier sur le port principal de Kaohsiung, le typhon entraîna des vents très violents, mais ne causa pas de très grands dommages, parce que les bâtiments à Taïwan sont très bien conçus. Alors que l'œil de la tempête traversait l'île, les vents changèrent de direction. Meggy obligea plus de 14 000 personnes à être évacuées des zones montagneuses près de la côte vers les centres d'urgence. 91 personnes perdirent la vie et le total des dommages de ces typhons si destructeurs a été estimé à 1,25 milliard de dollars. Les chercheurs alertent sur le fait que ces énormes tempêtes vont devenir bien plus puissantes dans le futur, menaçant les populations côtières sans cesse croissantes des pays du Pacifique. Ces habitants font également face à des épreuves bien plus sournoises. On peut voir les catastrophes, la majeure partie des catastrophes, les catastrophes qui sont à la une des journaux, et on peut estimer le coût des dégâts causés par la plus grosse catastrophe connue. Mais il y a aussi ce que l'on appelle des risques insidieux, des catastrophes insidieuses, quand les choses bougent lentement, qui, on le sait, ont déjà commencé à causer beaucoup de pertes et qui vont causer encore plus de pertes dans le futur. Et le plus important d'entre elles est la montée du niveau de la mer, qui monte de 3 mm chaque année à présent. L'une des estimations que l'on a des conséquences de la hausse du niveau de la mer, c'est une estimation de 2006 qui évaluait à 1 trillion, c'est-à-dire 1 million de dollars les risques si le niveau de la mer s'élève à 1 mètre. C'est parce que si vous réfléchissez à toutes les infrastructures qui se trouvent au niveau de la mer, ports, stations d'épuration, hôtels, raffineries pétrochimiques, aéroports, toutes ces choses sont construites juste au-dessus du niveau de la mer. Et si le niveau de la mer monte, elles devront être relocalisées. Conséquence directe de la croissance démographique, d'autres événements futurs vont devenir plus dévastateurs encore. 2016 illustre le défi de vivre sur une planète tectoniquement active. L'océan Pacifique est ceinturé par un réseau de failles d'origine tectonique et de volcans baptisé la ceinture de feu du Pacifique. Au nord-ouest de cette ceinture, Honshu et Kyushu, les îles les plus peuplées du Japon, sont à la jonction de plusieurs plaques.
La plaque océanique des Philippines y rentre en collision avec plusieurs plaques eurasiennes et crée une faille médiane qui circule sous les îles, du sud-ouest à l'est. À l'extrémité sud de cette zone de rupture, la préfecture de Kumamoto est construite sur un millefeuille de roches. Chaque année, plusieurs dizaines de secousses telluriques y sont ressenties. Au mois d'avril 2016, une série de tremblements de terre a frappé la zone de Kumamoto, avec une secousse principale de magnitude 7 le 16 avril. L'épicentre du séisme se situait à quelques 100 km au sud-est de Sendai, sur l'île d'Honshu, à l'endroit où un tremblement de terre et un tsunami ont tout dévasté en mars 2011. Ces séismes à Kyushu ne se situaient pas sur la plaque de la zone de subduction, mais sur une zone sur laquelle il y a de nombreuses failles actives, qui courent sur tout le centre de Kyushu. Les routes furent terriblement endommagées. Entre le 14 et le 20 avril, ce sont plus de 600 répliques sismiques qui ont été ressenties, dont 2 particulièrement fortes. 15 000 soldats de l'armée japonaise prirent part aux opérations de secours dans les jours qui suivirent le tremblement de terre. La recherche et le sauvetage, c'est l'une de nos priorités majeures. Et pour être honnête, nous sommes frustrés, car nous ne pouvons pas y aller pour le moment. Les répliques continuent. Nous devons être prudents, car la nature ne permet pas l'optimisme. Outre les effondrements de maisons et d'immeubles, de nombreux glissements de terrain se produisirent de l'autre côté de la chaîne montagneuse de Kyushu, balafrant les coteaux et provoquant l'effondrement du grand pont d'Asso sur la nationale 325 dans la rivière Kurokawa. De mémoire d'homme, c'est du jamais vu. Il y a déjà eu plusieurs glissements de terrain de grande ampleur 5 ans auparavant. Ils ont été classifiés en tant que désastre national. Cela a causé d'énormes dégâts. Je ne suis pas sûr que ceci soit plus gros comparé aux précédents. En tout cas, ils continuent. Mais de gros rochers qui n'ont jamais bougé auparavant sont tombés cette fois. Vous pouvez apercevoir sur la montagne les zones où il y a du sol rouge suite au glissement. Le 17 avril, le Premier ministre japonais Shinzo Abe mobilisa 3000 soldats de l'armée de l'air pour permettre aux autorités locales d'atteindre les zones sinistrées. Je fais partie des équipes de recherche et de sauvetage. À l'heure actuelle, nous recherchons des personnes qui ont disparu. C'est la première fois que je vois un tremblement de terre et un glissement de terrain d'une telle ampleur. Depuis que je suis arrivé ici, nous avons déjà trouvé 4 personnes. Une personne de plus reste introuvable, donc nous allons chercher toute la nuit. C'était une occurrence naturelle, et personne n'a rien vu venir. Nous n'avons aucun indice. On ne sait pas où les maisons ont été emportées. Nous faisons des recherches basées sur des suppositions. Le temps presse pour retrouver des survivants. L'équipe se prépare à passer une nuit blanche. Trois personnes à Yamaguchi. Ils ne sont pas encore ici?
Ils sont déjà descendus là-bas. Ils sont déjà descendus? En dernier, la nôtre, c'est tout. Maintenant, on descend. Je vais ouvrir la voie. Sommes-nous sur la liste de personnes? Oui, vous pouvez venir avec nous. Nous laisserons le matériel là où sont les équipes en attente. La zone d'attente n'a pas encore été décidée, donc veuillez le laisser à proximité de la maison. Plusieurs dizaines de personnes ont été tirées des décombres. Les sauveteurs font l'impossible pour trouver d'autres survivants avant les averses prévues et de nouvelles secousses. Le 18 avril, 24 personnes ont été retrouvées sans vie. 11 étaient toujours portées disparues et plus de 91 000 ont dû être évacuées. Le nombre de personnes à reloger avait atteint les 180 000. Autre résultat des secousses, la ville entière de Kumamoto s'est retrouvée privée d'eau. Nous transportons des provisions par le sol et par les airs avec des hélicoptères de l'armée japonaise ou américaine. Nous fournissons aussi de l'eau. Beaucoup de zones n'ont plus accès à l'eau courante. Préparer des repas avec des provisions limitées fait partie de notre entraînement. Donc cela fait partie de nos responsabilités. Le 19 avril, la peur de nouvelles répliques poussa encore plus d'habitants à élire refuge dans les voitures, les stades et les espaces ouverts. Les autorités gouvernementales ont estimé à plus de 1000 le nombre d'immeubles fortement endommagés et à 90 le nombre d'immeubles complètement détruits. L'épicentre du premier a été à Mashikimachi et le second a été dans la région d'Asso. La deuxième fois, la maison s'est effondrée. Ça s'est passé à peu près à 1h25 du matin. C'était comme si mon corps était projeté de part et d'autre sur environ 1 mètre. J'étais juste là, où il y a la table du salon, en dessous de l'horloge. Je dormais en dessous de la table. Je pensais que je serais plus en sécurité et qu'elle me protégerait si quelque chose tombait sur moi. Cette partie-là avait 2 étages. Et en bas, il y avait un garage et ma chambre. Je suis terrifié à l'idée de savoir ce qui me serait arrivé si j'avais été dans ma chambre en bas. La voiture a été écrasée comme une crêpe. Depuis 5 ans, une fois par an, nous avons eu un tremblement de terre de magnitude 3 ou 4. Je pense que c'était un signe d'alerte. Bien que le foyer du séisme se soit situé sous le mont Kinpu, au nord-ouest du centre-ville de Kumamoto, les zones les plus touchées furent Mashiki et Mikubo, dans la banlieue est de Kumamoto. La demeure de Satomi Utomo à Mikubo a été construite juste sur la ligne de rupture. Son avenir reste incertain. Faites attention où vous mettez les pieds, s'il vous plaît. Oh, j'ai peur. J'ai vraiment peur de rester dans ma maison. Parce qu'il y a encore de nombreuses répliques. Si je reste à l'intérieur et qu'une réplique se produit, comme cette maison est déjà toute de travers, la maison pourrait s'effondrer. Ça me fait très peur.
On dormait ici, à ce moment-là. L'armoire est tombée ici, et par là, c'était le chaos. Ici, cette porte, on ne pouvait plus l'ouvrir. Elle était complètement bloquée. Quand on a voulu s'échapper, il n'y avait plus que cette petite ouverture pour se sauver. Notre unique volonté à ce moment-là, c'était survivre en s'échappant. La chambre des enfants est de ce côté-là. Quand je repense à ce moment, j'étais complètement terrorisée. J'avais très peur. Au même moment, les placards à vaisselle se sont ouverts et toutes les assiettes et les verres sont tombés par terre. Le frigo était de ce côté-là. Cette étagère était comme ça, mais plus tournée. Quel désordre. Aujourd'hui, j'ai envie de reconstruire une nouvelle maison. Mais je suis très angoissée par le futur. Alors, la reconstruire ici, c'est inquiétant parce que le terrain est situé sur une faille tectonique et qu'il risque d'y avoir d'autres tremblements de terre. Tout ça m'angoisse. Chez nous, on a de la chance, car le voisinage nous a beaucoup aidés. Chaque jour, nos voisins nous ont donné à manger et nous ont réconfortés. Ils nous ont écoutés. Avec eux, grâce à eux, on arrive à surmonter toutes ces épreuves. Ici, à la campagne, l'entraide fonctionne beaucoup. Nous avons tous été victimes et tout le monde s'entraide. Si on n'a pas de quoi manger, on s'invite les uns chez les autres. Et toute cette gentillesse nous touche énormément. Et ça, c'est plus important que l'argent. Avant, le toit de la grange était relié à celui de la maison. Mais maintenant, la charpente est complètement vrillée. Ici, on peut voir la faille dans le sol. Le 21 avril, le mauvais temps si redouté arrive. Et il va encore compliquer le travail des sauveteurs. Pire, il est accompagné de répliques, provoquant la destruction dans la nuit d'une partie du patrimoine culturel de Kyushu. Elles ont sévèrement endommagé le temple Aso, un sanctuaire shinto. Cet important monument japonais a perdu sa tour-portail ainsi que sa salle de culte. L'eau de pluie s'infiltre par les fissures et risque de favoriser les glissements de terrain sur le sol meuble. La falaise s'effondre à cause de la pluie. Les habitants des maisons au-dessous de la falaise ont été ordonnés d'évacuer. Nous sommes donc en train de vérifier si tout est réglé. Il y a eu des secousses de haut en bas. L'arbre tient pour le moment, mais il peut casser à tout moment. Donc nous devons être prudents. Oui, des glissements peuvent encore survenir. Donc soyez prudents. Parmi les plus exposées, les maisons autour d'Asso, où le 17 avril, la faille en activité déplaça latéralement le sol de 2 mètres. Les fondations des bâtiments sont désormais ancrées dans un sol en partie liquéfié.
le séisme transforma la Terre en soupe. Nous sommes impuissants devant les forces de la nature. Je me console en me disant que je ne pouvais rien y faire. Nous vivons seulement à deux dans cette maison. Nous pensons vivre avec d'autres gens maintenant, même dans des logements temporaires, pour un temps seulement. Toutes les maisons ici ont été détruites le second jour. Le premier jour, la route a commencé à se dégrader. 3 arbres et un poteau électrique sont tombés sur ma maison. Mes jambes tremblent de peur. Autour d'Asso, les terres solides se liquéfièrent, engloutissant routes et voitures, et faisant même basculer les bâtiments restés sur le sol meuble. Ce processus de liquéfaction constitua la part la plus destructrice de la catastrophe. Les scientifiques se sont depuis longtemps efforcés d'étudier ce phénomène, mais les chercheurs s'accordent maintenant à dire que beaucoup de leurs modèles présentent des imperfections et échouent à donner une représentation exacte des conditions réellement existantes. Une liquéfaction survient généralement dans les sols sableux. Quand le sable remue pendant la secousse, la pression fait que le sol devient liquide. Cela cause des affaissements du sol et les maisons se penchent, comme celle derrière nous, car le sol ne pouvait plus la supporter. Le terrain ici a la particularité géologique d'être recouvert de cendres volcaniques qui se sont accumulées sur les pans de la montagne. Au beau milieu de la tourmente et de la confusion, une équipe de sismologues japonais se met au travail pour établir une modélisation 3D des zones touchées. Ils essaient de comprendre les structures tectoniques du lieu et les forces en mouvement. Regardez cette zone. Ça s'est transformé en un escalier. Le sol est très mou. Je pense que lorsque des gros morceaux de terrain ont glissé, sa surface a continué à glisser. Et ce n'est pas souvent qu'on voit une montagne s'effondrer comme ça. Nous prenons des photos de la zone toutes les 5 secondes. Nous utilisons ces photos prises sous différents angles pour créer un modèle 3D de la zone. Dans cette région, plusieurs zones se sont écroulées. Nous regardons d'abord la photo intégrale avant de décider où nous voulons voir les coupes transversales. Les mesures peuvent être faites à la main. Mais si nous avons besoin de sections différentes, nous devons les refaire. C'est pratique avec cette machine, car nous pouvons bouger et voir des sections différentes. Une ligne de faille est clairement active ici, et je pense qu'elle va s'agrandir si les tremblements de terre continuent. Le Japon vit en permanence sous la menace de nouveaux séismes et éruptions volcaniques. Le pays entier est sous la surveillance constante des sismologues et des volcanologues. 20% des séismes que subit notre planète touchent le Japon chaque année, autour de 600 séismes par an. Ainsi, le 22 novembre 2016, un autre violent tremblement de terre de magnitude 7,1 fut ressenti au nord du Japon, près de Fukushima, causant heureusement plus de peur que de mal. Au total, la série de séismes à Kumamoto et dans le reste du Japon a, en 2016, causé la mort de 49 personnes
et occasionné des dommages estimés à 7,5 milliards de dollars. Quelques mois après que la plaque tectonique philippine a fait les gros titres de la presse, les mouvements d'une autre plaque tectonique firent des ravages en Italie. Le bassin méditerranéen est broyé par le continent africain qui s'enfonce sous la plaque eurasienne, générant de complexes failles de subduction. Prise entre les deux, la plaque adriatique tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à la vitesse de 3 mm par an autour de la ville d'Amatrice et des villages voisins de la chaîne montagneuse des Apennins, au centre de l'Italie. Ces villages de montagne isolés sont connus pour leur huile d'olive, leurs truffes noires et leurs vignobles. 24 août, 3h30 du matin. Un tremblement de terre d'une magnitude 6,2, puissant bien que peu profond, frappa les villages. Les villes d'Arquata, Pretare et Pescara del Tronto furent parmi les plus violemment touchées dans cette région. Le prêtre local, Francesco Armandi, est la mémoire vivante de ces villages. La nuit du 24 août, à 3h36 précisément, nous avons entendu un grand fracas et la terre a tremblé de manière violente. J'étais au lit, mais réveillé. Et on avait l'impression que la nature voulait projeter mon lit au plafond. J'ai attendu la fin de la secousse, je me suis habillé rapidement et je suis sorti. Les rues étaient pleines de gravats, de cailloux et de grosses pierres. Et toute la population est sortie dans la rue. Je me suis levée, j'ai enfilé mes chaussons, j'ai pris mon fils, et avant même la fin de la première secousse, nous étions déjà dans l'escalier. Arrivés en bas, nous sommes aperçus que nous étions en pyjama à 3 h du matin. À la seconde secousse, on a entendu le mont Vettorè. Un bruit effroyable. À cet instant, tout s'est écroulé. Je me suis dit, mamma mia. Nous étions justement sur le parking d'à côté. Et on entendait le fracas des pierres depuis la crête du Vettorè qui roulait jusqu'en bas avec la secousse du tremblement de terre. En 10 minutes, tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu vois la désolation. La maison est sur pied, mais si tu ne peux pas y vivre, c'est comme si tout s'était arrêté. Et voir ton village qui n'existe plus, c'est encore plus dur. Le bus de l'école arrive ici. J'ai récupéré mon fils ici plein de fois. Je le faisais goûter, on allait chercher une brioche emballée, c'était la vie. Simple, essentiel, mais c'était la vie. Je ne l'aurai plus. Excusez-moi. Outre les pertes humaines, une partie du patrimoine culturel de l'Italie fut également ravagée. Une église s'est écroulée à Pescara. Elle a certainement 1000 ans. Elle ne s'était jamais écroulée. Pourtant, des tremblements de terre, il y en a déjà eu. Ce qui veut dire que celui-ci était beaucoup plus violent. Il ne s'agit pas des secousses colossales que l'on observe à la lisière des plaques tectoniques, où des séismes de magnitude 8 et 9 peuvent se produire. Dans cette région, les failles sont plutôt petites car peu profondes. Mais quand le séisme se produit juste au-dessus, la secousse est spectaculaire. La réalité, c'est que nous ne sommes qu'un petit point sur la carte géographique. Mieux, nous sommes sur une petite étoile. Sur le site de l'Institut de géophysique italien, on nous représente l'épicentre avec une étoile. Plus de 4000 personnes ont participé aux opérations de recherche et de secours. 238 personnes furent retirées vivantes des décombres grâce à l'intervention des autorités.
Les tremblements de terre sont à l'image des balles d'une roulette russe. On ne peut jamais vraiment savoir quand et où ils vont déchaîner leur pouvoir destructeur. Nous nous sommes rendus compte que nous étions de vrais miraculés. Parce qu'après Tare, mis à part ça, mis à part les dégâts que nous voyons derrière nous, il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Puis nous avons vu Pescara. Alors nous avons remonté nos manches, nous nous sommes dit que nous sommes encore là et que nous pouvions faire quelque chose. Ce qui est arrivé à Pescara, c'est incroyable. Le village, malheureusement, a été complètement détruit. D'ailleurs, si vous y allez, vous ne verrez plus qu'un tas de ruines. Il y a eu près de 50 morts. Ces personnes, je les connaissais. Je les avais mariées, j'avais baptisé leurs enfants. Alors, je suis un peu sous le choc, parce que quand 20, 30, 40 ou 50 amis meurent, c'est forcément un drame intérieur et une douleur profonde. C'est sûr, nous aurons certainement des difficultés à nous reprendre pour repartir. J'ai vécu le tremblement de terre de 1972 et de 1997, celui de l'Aquila, que nous avons ressenti ici parce que nous sommes relativement proches. Mais pour moi, ils n'ont pas eu cette violence. Cette fois-ci, par contre, il semble que le tremblement de terre a suivi une ligne maudite, comme Pescara, détruite. Et à côté, il y a un village, Vezzano, qui n'est qu'à 500 mètres environ, totalement indemne. Rien ne s'est écroulé. Alors ce sont des phénomènes que, moi du moins, je n'arrive pas à comprendre. La science peut-elle expliquer ces étranges phénomènes? Les montagnes se séparent en deux et vous avez des séismes successifs qui courent du sud au nord, l'un après l'autre, à des semaines et des mois d'intervalle, créant des failles très connues, des failles que vous pouvez voir zébrant les façades montagneuses dans ces régions qui ont connu les plus forts séismes. Depuis des centaines d'années, ces failles ont été brisées une par une, créant une brèche plus au nord, le long de l'axe principal des monts Apennins en Italie. Ce n'est ni la première ni la dernière fois que l'Italie connaît un fort tremblement de terre. Entre le 26 octobre et le 3 novembre, une dizaine de séismes superficiels avec des magnitudes 4,5 à 6,5 ont frappé en série la région de Macerata. Ils se sont produits dans une faille sismique entre la zone touchée par le séisme du mois d'août et l'Ombrie, une zone frappée en 1997. Les failles se développent et le processus de destruction se poursuit. 298 personnes sont mortes dans le tremblement de terre. On estime à près de 2,5 milliards d'euros le montant total des dommages. Des magistrats italiens ont ouvert une enquête afin de vérifier si les entreprises de construction avaient passé outre les réglementations antisismiques lors de la restauration de bâtiments publics, comme une école à Amatrice réduite en miettes lors du tremblement de terre. Une controverse similaire est toujours vive de l'autre côté de l'Atlantique, où les plaques tectoniques sont responsables de l'une des pires catastrophes de 2016. L'océan Pacifique, le plus grand et le plus profond des océans au monde, cache sous sa surface un réseau de failles, conséquence de la tectonique des plaques, en particulier à l'ouest, où l'immense plaque de Nazca s'enfonce sous le continent sud-américain à la vitesse de 60 mm par an. Cette rencontre d'une plaque océanique avec une plaque continentale crée des frictions. Et qui dit friction de l'écorce terrestre, dit volcan et séisme.
En Équateur, 60% des 16 millions d'habitants vivent dans les régions côtières, et notamment dans la ville principale, Guayaquil. Le 16 avril, vers 19 h, la terre gronda et des pannes d'électricité affectèrent de nombreuses villes. C'est au grand jour seulement que le gouvernement réalisa l'amplitude et l'étendue des dégâts causés par ce tremblement. Les villes de Porto Viejo, Pedernales, Manta et Canoa furent parmi les plus touchées. Mais le fait que le tremblement de terre se produise à la fin de la journée, juste avant que les habitants aillent se coucher, permit d'épargner de nombreuses vies. Avec une magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, ce fut le tremblement de terre le plus puissant de l'année 2016. Et en Équateur, le séisme le plus important depuis 1979. Le président Rafael Correa déclara l'état d'urgence et dépêcha 13 500 membres de l'armée, des forces de police et des pompiers. Je suis responsable de la zone qui a été le plus touchée. Une zone commerciale en pleine activité, au moment où s'est déroulée la tragédie. Les secouristes sont arrivés sur tous les points critiques. Pendant les 2 premières heures, les pompiers se sont déplacés dans toute la zone et ont réussi à sauver des victimes. Il y a eu beaucoup de survivants. Puis, il a fallu chercher les corps sans vie. On dénombra plus de 600 décès dans les provinces de Manabí et Esmeraldas. Et au total, plus de 6 000 blessés. Le tremblement de terre s'est produit à une heure qui, grâce à Dieu, a épargné des vies. Les gens travaillaient ou ils étaient dans la rue. Si cela s'était passé une heure plus tardive ou très tôt dans la matinée, cela aurait été encore plus compliqué et il y aurait eu encore plus de pertes humaines. Cela a fait comme si quelqu'un avait soulevé ma maison et l'avait jetée sur des vagues de 15 mètres. Ça a balancé de tous les côtés. L'onde est arrivée quand j'étais chez moi. Je pouvais voir la montagne se soulever vers le haut. J'ai aussi vu bouger une partie des bâtiments de la ville. J'ai vu les maisons en face se lever, s'affaisser et se relever. Pedernales se trouve tout près du point de jonction des plaques. Cette ville de 40 000 habitants fut particulièrement touchée et beaucoup de ses édifices furent complètement détruits. Notre maison était composée de 5 étages. Quand les répliques se sont arrêtées, j'avais perdu 5 membres de ma famille. Ma sœur de 17 ans est toujours sous le choc. Elle a vu le bâtiment s'effondrer en entier et ma mère a vu l'effondrement d'un bâtiment de 16 étages derrière moi, dont il ne reste plus rien. Il a été entièrement détruit sur le coup. Près de 30 000 personnes se retrouvèrent sans abri. L'eau, le gaz et l'électricité furent coupés dans de nombreux endroits et des centaines de kilomètres de routes furent détruits. Beaucoup ont perdu leur gagne-pain. La douleur qui restera toujours, c'est celle-ci. Des années de travail, des cheveux en moins, des cheveux blancs. Tout est parti, il ne reste plus rien. 20 ans de ma vie. On a commencé par une petite propriété un peu plus loin en bas. Puis on a changé. On est venu là à force d'efforts et de sacrifices. On s'est endetté pendant 18 ans pour rembourser la construction. Mais avec la physique, on ne peut pas tricher. La structure s'est vrillée au niveau du 3e et du 4e étage. Les gens étaient sous le choc. Tout le monde était assis là à regarder. Moi aussi, j'étais choquée.
Je ne pouvais pas imaginer que quelque chose comme ça pouvait arriver. Mais depuis, nous avons reçu de l'aide. Nous avons commencé à recevoir l'aide de la communauté. La coordination, c'est ça le gros truc, d'essayer de coordonner les efforts de tout le monde, de façon à remettre sur pied cet endroit. Les gens commencent à rebâtir leurs maisons, et c'est formidable. On essaie de travailler avec les autorités locales pour s'assurer que les normes de construction sont bien en place, afin que quelque chose comme ça ne puisse plus jamais se reproduire. L'Équateur, Bahia et toute cette région est une zone sismique extrêmement active. À travers l'histoire, nous avons eu des épisodes sismiques et ce n'est pas fini. Cela n'est pas prêt de changer. L'ampleur et le mécanisme focal du tremblement de terre d'avril sont typiques de ceux d'une zone de subduction entre deux plaques de grande taille. Un tel mécanisme produit les plus puissants séismes que l'on puisse connaître. Et quand la terre a tremblé, inévitablement de nouvelles secousses vont se produire, aux alentours, ou bien exactement au même endroit. Nous voyons aux États-Unis ou en Europe de grands buildings, et nous voulons nous baser sur le même modèle. Mais ici, c'est différent. Nous devons revenir à nos racines, à nos valeurs ancestrales, le bois, le roseau, le bambou, pour vivre d'une manière durable et respectueuse de l'environnement, et pour qu'il y ait moins de morts. L'une des choses à faire pour prévenir le coût colossal en termes de pertes humaines, tout particulièrement dans les pays les moins développés, est d'améliorer les constructions. Je pense que nos prévisions de séisme ne fonctionnent pas. Le mieux que nous puissions faire est de se dire « Oui, on s'attend à ce que des tremblements de terre se produisent sur les lieux situés à la jonction des plaques, aux endroits où nous constatons d'importantes failles actives. Et ceci doit nous conduire à s'assurer que les villes et cités proches de ces failles soient construites de telle manière que lorsqu'un séisme se produit, nous n'en savons pas la date, mais lorsqu'il survient, on est préparé. Les bâtiments ne s'effondrent pas sur les gens. C'est le moins que nous puissions faire pour les populations, tout particulièrement dans les pays riches. Seuls les immeubles très récents ont subi des dommages mineurs. Ceux qui n'ont pas respecté les normes de résistance au séisme ont été détruits, occasionnant des dommages de 3,3 milliards de dollars et causant la majorité des 673 décès à déplorer. Les mêmes problèmes de planification dans les pays pauvres ont causé d'énormes pertes de l'autre côté du continent américain. Les systèmes météorologiques de la planète sont interconnectés d'une manière que nous commençons tout juste à comprendre. Ils ont écrit le scénario du pire des cataclysmes de l'année 2016. Tout a commencé avec un phénomène de mousson en Afrique de l'Ouest qui ne présageait rien d'extraordinaire. Alors la mousson africaine de cette année était relativement active, un peu plus que la normale. La mousson africaine est annoncée par l'arrivée de ce que l'on appelle les ondes tropicales, qui sont à l'origine de beaucoup de tempêtes tropicales atlantiques. À ses débuts, l'ouragan Matthew n'est que l'une de ces ondes tropicales parties des côtes d'Afrique de l'Ouest le 22 septembre. Avec des conditions environnementales favorisant un développement lent et une activité orageuse croissante, l'onde tropicale s'est déplacée vers l'ouest à travers l'océan Atlantique. Le 28 septembre, Matthew se transforma en tempête tropicale à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Sainte-Lucie. Le 29, la tempête devint un ouragan à 310 km au nord-est de Curaçao. Le jour suivant, il augmenta son intensité en catégorie 5, à la plus basse latitude jamais relevée pour un ouragan de cette intensité dans le bassin atlantique. L'ouragan Matthew a commencé à se déplacer vers le nord, assez lentement. Où l'ouragan va-t-il toucher terre? Mystère. Cuba et Haïti ressentirent le souffle humide du monstre et lancèrent l'alerte rouge sur toutes les régions côtières. Le 4 octobre, à 7 h du matin, l'ouragan Matthew, classé en ouragan de catégorie 4, frappa Haïti avec des vents de 230 km/h. Malgré l'anticipation, les pertes humaines et matérielles sur l'île furent catastrophiques.
Plus d'1 millier de personnes trouvèrent la mort lors du passage de l'ouragan Matthew, et des centaines de milliers de foyers furent détruits par cette tempête. Elle laissa plus d'1 million de personnes tributaires de l'aide humanitaire et des dégâts estimés à presque 2 milliards de dollars. Après le saccage d'Haïti, Cuba. Le 4 octobre à 20h, Matthew frappa de plein fouet Rauco avec des vents de 220 km/h. L'onde de tempête causa des dommages considérables dans la province de Guantanamo. La splendide vieille ville espagnole de Baracoa fut en particulier terriblement abîmée. Cependant, grâce à l'efficacité de la protection civile cubaine, aucune perte ne fut à déplorer. L'interaction avec la Terre sur Cuba fit faiblir l'ouragan en catégorie 3, bien que Matthew ait finalement retrouvé une intensité de catégorie 4 en quittant Cuba pour les Bahamas. Le 5 octobre, Matthew, alors qualifié en catégorie 4, frappa les côtes pour la 3e fois, cette fois sur l'île de Grand Bahama. Les préparatifs commencèrent alors véritablement dans le sud des États-Unis à l'approche de Matthew. Plusieurs régions déclarèrent l'état d'urgence sur les régions côtières et on ordonna des évacuations massives. Au cours des 36 heures suivantes, la tempête longea la côte sud-est des États-Unis, s'atténuant progressivement tout en restant au large, avant de s'abattre une 4e et dernière fois sur les côtes de Caroline du Sud au matin du 8 octobre. Le cyclone avait alors la puissance d'un ouragan de catégorie 1. Les dégâts furent principalement limités aux côtes de Floride et de Géorgie. Aux États-Unis, l'ouragan causa la mort de 47 personnes. Le 9 octobre, Matthew reprit la direction du large et acheva sa transformation en cyclone extratropical. C'est comme l'odyssée d'un monstre qui prend tout aux plus pauvres et épargne les plus riches. Parce qu'il frappe les plus pauvres, comme en Haïti, ce fut un terrible désastre en termes de pertes humaines. Puis il est parti vers le nord. Si sa trajectoire avait été d'une centaine de kilomètres plus à l'ouest, Matthew aurait provoqué d'énormes dégâts en Floride. Mais quand enfin il atterrit aux États-Unis, il s'était affaibli. Ce ne fut plus qu'une catastrophe en termes d'inondation qu'en termes de vent. Donc les États-Unis ont eu une chance inouïe avec Matthew, alors qu'Haïti manqua cruellement de chance. Avec des dégâts estimés à plus de 8 milliards de dollars, Matthew fut l'ouragan atlantique le plus coûteux depuis Sandy en 2012. Mais tous les pays ne sont pas exposés de la même manière. Il y a de grosses différences entre les premières puissances mondiales et les pays en voie de développement. Là où il est facile de souscrire des polices d'assurance, dans les pays les plus riches, les gens ont tendance à construire des immeubles solides, de meilleurs bâtiments. Ils ont tendance à suivre les règles, les normes de construction. Et si vous travaillez dans des pays en voie de développement, on tend vers plus de risques. Les choses ne sont pas construites aussi solidement. Et il y a beaucoup de bâtiments dans les zones inondables, par exemple. Il existe moins de protection pour les populations. Et ce sont donc des défis très différents à relever, si vous établissez des modèles de risque pour les pays riches ou si vous réfléchissez aux risques pour les pays pauvres du tiers-monde ou en voie de développement, dans lesquels les conséquences des cataclysmes peuvent être cruciales pour la vie des gens. L'année 2016 a eu sa part de catastrophes. Incendie, séisme, tempête, sécheresse, inondation.
Mais peut-on savoir quel pourcentage de ces événements doit être attribué au réchauffement climatique? Il existe aujourd'hui des techniques permettant d'identifier la cause. On appelle ça des études d'attribution. Donc ça se fait maintenant dans un certain nombre d'universités. Quand vous étudiez le climat mondial depuis 1950, dans une version de la Terre où vous avez l'augmentation des gaz à effet de serre année après année, et une autre version de la Terre où il n'y a pas eu ces augmentations de gaz à effet de serre. Et donc ensuite, vous confrontez ces deux versions de la Terre afin de découvrir comment probablement une situation extrême particulière, ça peut être d'extrême sécheresse ou d'extrême précipitation, comment cela se passe probablement dans ces deux mondes. Et cela vous indique à quel point les changements climatiques et à quel point le réchauffement global favorise l'apparition de ces extrêmes. Une certitude demeure. Les catastrophes naturelles frappent plus les pauvres que les riches. Si nous pouvons au moins attribuer quelques-uns de ces cataclysmes créés par notre planète vivante au fait qu'elle se réchauffe, il reste plus urgent que jamais d'instaurer des politiques climatiques pour protéger les plus vulnérables de ce monde.